Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire France Num qui s'intitule Oser l'IA, des cas concrets d'usage de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous avons préparé ce webinaire dans le cadre de l'initiative France Num pour la transformation numérique des petites entreprises, mais également du plan Oser l'IA qui vise à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'économie. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter des cas concrets d'usage avec les réseaux de professionnels donc associés à France Num, qu'on appelle les activateurs France Num, et les ambassadeurs IA sur le plan Oser l'IA. Alors, aujourd'hui, pour notre présentation, nous allons avoir trois parties avec des cas concrets qui vont vous être présentés par nos intervenants. On va avoir une première partie donc avec un tandem société de conseil et entreprise client, donc avec Bruno Lussato de la société Eliosor IA. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Spela Lenarcic de la société Thirdman. Bonjour Spela. Bonjour, bonjour. Donc ça sera un premier exemple de cas d'usage donc qui va être déroulé par Bruno et Spela. Ensuite, nous accueillerons Jean-François Deldon de la société Yakadata. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Didier Ropars du groupe RD. Bonjour Didier. Bonjour. Et la troisième partie donc, sera animée par Françoise Noton-Inglis. Donc Françoise, vous présidez un cluster en Occitanie qui s'appelle Digital 113 et vous êtes également donc, activatrice France Num, ambassadeur IA. Bonjour Françoise. Bonjour. Et donc, je remercie tous nos intervenants donc, qui vont vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait sur différents cas d'usage de l'IA. Et puis, je note aussi que finalement, vous êtes un peu de plusieurs régions de France, hein, donc plutôt en région parisienne pour la première partie, Yakadata, donc, qui est basé à Clermont-Ferrand, et le groupe RD dans la région de Angers, et Digital 113 en région Occitanie, voilà, et nous présentons nous-mêmes depuis Paris, depuis Bercy. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques tuyaux pour vous faciliter, à vous tous qui nous écoutez, ce webinaire. Tout d'abord, vous avez, si vous regardez en bas à droite de votre écran, le premier bouton à droite, c'est un bouton chat, donc qu'un certain nombre d'entre vous a déjà commencé à utiliser. Donc, ce bouton vous permet d'échanger librement. Néanmoins, pour toutes les questions que vous souhaitez poser, on vous demandera de bien vouloir utiliser le deuxième bouton, donc en partant de la droite, qui s'appelle Questions. Pourquoi ? Parce que ça nous permet en fait de classer vos questions et en fait, vous, tous les participants, vous avez la possibilité de revenir sur cet onglet questions et de voter pour les questions. Du coup, alors ces questions, soit il sera répondu par écrit au fur et à mesure du webinaire, et sinon, pour les autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou les questions sur lesquelles on voudrait souligner des choses, eh bien, on répondra en direct, par oral, à la fin du webinaire. Et puis, autre point, donc un certain nombre de sondages vont vous être soumis pendant ce webinaire et donc vous pourrez répondre à la fenêtre pop-up qui s'affiche. Et ensuite, vous verrez les résultats de ces sondages en cliquant sur le troisième bouton en partant de la droite, ce qui est sondage. Et puis, pour anticiper une question qu'on a souvent, donc ce webinaire est enregistré, donc il y aura un replay et vous pourrez également télécharger la présentation sur le site France Num et on vous mettra un lien à un moment aussi pendant le webinaire pour ce faire, télécharger la présentation.
Voilà, alors on va lancer les petits sondages pour mieux vous connaître, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui. Donc, première question est, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une entreprise, alors plutôt une entreprise cliente, une entreprise du numérique, une institution, une association ou un autre type d'acteur? Le deuxième sondage qui s'affiche, en fait, vise à connaître votre secteur d'activité. Et ensuite, on vous demande de bien vouloir nous indiquer la taille de votre entreprise, si vous voulez bien, et votre région. Voilà. Et puis la dernière question, c'est avez-vous déjà participé à un webinaire France Num, puisque ça fait presque 2 ans maintenant qu'on anime ces webinaires avec vous. Alors, un rapide coup d'œil aux résultats donc, nous indique que vous êtes, allez, une bonne moitié d'entreprises clientes, quand même 15% d'entreprises du numérique et ou d'institutions, d'associations, probablement dans le domaine du numérique, avec une répartition sur les secteurs, mais quand même beaucoup de gens, à peu près 20% dans le domaine des nouvelles technologies, une répartition assez homogène sur les tailles d'entreprise et également sur les régions, avec beaucoup de gens en Île-de-France, mais ça, c'est la répartition de la population, on va dire. Voilà, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec notre premier cas, donc qui va être présenté par Bruno Eschpella, et je laisse la parole donc à Bruno. Parfait, merci beaucoup Alexandre, et bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc on va peut-être commencer par une petite introduction, Spela et moi, de 30 secondes chacun pour que vous puissiez quand même savoir qui on est avant de démarrer. Donc je m'appelle Bruno Lussato, je suis fondateur de Eliosaur IA. Et globalement, pour vous le dire simplement, ce qu'on fait chez Eliosaur IA, c'est qu'on aide les dirigeants, les décideurs, à intégrer simplement l'intelligence artificielle dans vos processus, avec un objectif globalement, c'est de vous permettre de gagner 2-3 heures par jour sur vos tâches les plus chronophages, afin de les déporter vers des tâches à forte valeur ajoutée. Voilà, donc c'est ce qu'on propose et on va vous montrer avec Spela, qui est une de mes clientes, ce qu'on peut faire du coup, et en quoi l'IA, l'intelligence artificielle générative, peut vraiment révolutionner votre business, y compris sans connaissances techniques particulières. Voilà, je vais laisser Spela se présenter. Ensuite, on va vous expliquer ce qu'on fait avec Spela. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Spela Lenarcic et je suis créatrice de la société 3RDman. 3RDman existe depuis 15 ans et nous sommes spécialisés dans la direction artistique, conseil stylisme, défilé et également dans l'art. En fait, on crée surtout les images, les campagnes, tous les projets digitaux et bien sûr, dans ce domaine-là, comme vous le savez, en fait, la IA commence à être extrêmement importante et notre société est vraiment spécialisée dans le luxe. Et dans le luxe, les personnes sont encore un tout petit peu craintives de rentrer avec la AI parce qu'on sait très bien que l'image argentique ou l'image AI est en train de s'approcher énormément, mais on a encore les petits détails qu'on est en train de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec Bruno. Voilà, c'est autant dans la photo et dans la vidéo. Voilà. Voilà, donc voilà, pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait aujourd'hui avec Spela. Donc, globalement, Spela, comme elle vous le dit, elle avait une problématique. Donc, elle est venue me voir avec un sujet. Elle avait une problématique. Elle voulait savoir comment on pouvait intégrer l'intelligence artificielle dans tout l'environnement créatif, marketing. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec Spela, c'est on regarde comment l'intelligence artificielle peut notamment, on le fait sur plein d'autres sujets aussi, la finance, les ressources humaines, mais là, on va faire un petit focus tout de suite sur les images. On regarde avec Spela comment on peut, avec l'intelligence artificielle, aller automatiser un certain nombre de processus, par exemple, transformer une photo en une vidéo,
ou alors faire des modifications très rapides sur une image avec l'intelligence artificielle, ce qui lui fait gagner énormément de temps. Peut-être, Shpela, tu veux prendre la parole là-dessus? Voilà, c'est surtout le temps qui nous permet de vraiment avancer et faire énormément de plus. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet d'aller plus loin, de ne pas avoir besoin d'aller, par exemple, sur les lieux. Bien sûr, les coûts sont extrêmement importants aussi parce qu'on les réduit. Les clients sont contents. Mais comme je disais, on est en train de vraiment affiner les outils et utiliser divers outils, parce que c'est ça aussi le secret, pour pouvoir vraiment aboutir à une image aujourd'hui de luxe qui doit être une image surtout pas fake, comme on dit, pas fausse, pas qu'on se rend compte. Et c'est vrai que ça, c'est encore un vrai travail pour pouvoir aboutir à ce résultat et donc l'exigence de marques de luxe parce que nous travaillons dans la mode, joaillerie et horlogerie. Voilà, pour que ce soit un petit peu concret, que vous voyez un petit peu ce dont on parle derrière, pour vous donner un exemple, typiquement, on peut aujourd'hui avoir une marque qui arrive et qui nous dise, voilà, je lance un nouveau produit, ce sac à main par exemple, et il nous envoie la photo d'un sac à main et la photo d'une mannequin. Et de cette photo du sac à main et de la photo du mannequin, nous, on va transformer ça en une vidéo du mannequin qui porte le sac à main et qui va être capable de, dans une vidéo ultra réaliste, de présenter le sac à main avec de la voix. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle, ce qui est absolument extraordinaire en termes de gain de productivité sur tout plein de choses. Je fais là, Absolument. Absolument. C'est vraiment la vidéo qui, pour moi, est extrêmement en avance et vraiment qualitatif, avec lesquels les clients sont extrêmement satisfaits. C'est vrai que construire totalement la photo de luxe, c'est encore à travailler, mais les vidéos sont un excellent résultat aujourd'hui avec tous les outils que j'ai pu apprendre à travers le coaching de Bruno. Et moi, je dois être très honnête, je suis quelqu'un de très argentique, donc il y a encore 2 ans, je n'y croyais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que voilà, il faut avoir l'œil et tout, en fait, la vidéo, c'est très difficile qu'on peut se rendre compte qu'elle n'était pas faite, en fait, normalement, avec la production d'un réalisateur, toute la mise en place qu'on était habitué à le faire avant. Donc, la vidéo, vraiment, je trouve un excellent résultat. Et aujourd'hui, je pense que aussi la photo va énormément avancer. Mais c'est vrai, Bruno, si tu es d'accord avec moi, c'est vrai que la vidéo, elle est vraiment à la pointe de la réalité et de la qualité. Complètement. Et voilà, donc Shpela vient voilà, du monde de la communication. Donc, on a fait un gros focus sur les photos, mais pour que ça puisse parler à tout le monde, je vais essayer un petit peu de dézoomer là tout de suite parce qu'on a aujourd'hui des chefs d'entreprise et des décideurs de toutes les industries. Pour que ça puisse un petit peu tous vous parler, autour de l'image, on peut faire énormément de choses. Par exemple, tout le monde a besoin de faire de la publicité. Et peut-être que vous vous êtes toujours dit, non, je n'ai pas les moyens de me faire un film de publicité sur mon entreprise ou alors un beau format A4 pour faire une belle publicité. Et tout ça, aujourd'hui, c'est possible, c'est à portée de main et ça ne coûte pas grand-chose. Donc, du coup, ça me permet un petit peu d'embrayer sur la suite. C'est qu'en fait, Shpela, elle est venue me voir sur le sujet voilà, des photos, des vidéos. Mais ce qu'on a prévu de faire avec Shpela, parce que ça fait maintenant 1 an qu'on travaille avec Shpela, et je précise d'ailleurs pour tout le monde, et Shpela pourra me le confirmer, c'est que Shpela est venu me voir en me disant, voilà, moi, j'y connais pas grand-chose en informatique. Et je ne sais pas vraiment voilà, jusqu'où on va pouvoir aller en intelligence artificielle. Et je le dis à tout le monde aujourd'hui, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils numériques, l'intelligence artificielle, c'est une révolution, c'est des interfaces qui sont hyper simples. Et tu le diras peut-être mieux que moi, mais
Toi, je pense que toi, vraiment, l'intelligence artificielle, tu as vraiment accroché, alors que tu n'avais pas du tout accroché avec Non, la je suis un bureautique, peu à par exemple. l'ancienne. Exactement. Je suis un peu à l'ancienne. Je peux encore couper les magazines, les photos, me faire une petite mise en page, une petite typo que je la vois moi-même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux créer une campagne de pub en vidéo sans problème. Donc, effectivement, voilà, c'est vraiment un outil qui reste simple. Par contre, effectivement, après, il faut avoir l'œil pour joindre les différents programmes, les différents outils pour pouvoir aboutir au résultat. Et ça, effectivement, il y a aussi une année d'expérience, mais dans le luxe, comme je dis, c'est la précision, c'est côté naturel, et c'est surtout ça qu'on met en place et qu'on affine avec Bruno dans la vidéo. Merci, Shpela. Et alors, donc, du coup, voilà, pour un petit peu dézoomer et parler un petit peu à tout le monde, à toutes les industries. Voilà, l'intelligence artificielle générative, ça peut vous faire gagner du temps dans toutes les industries. Que vous travaillez dans la communication, dans le commerce, dans l'industrie, dans l'immobilier, dans le BTP, que vous soyez notaire, avocat, architecte, bref, ça peut vous être utile à tous. Je vais vous donner un petit peu en vrac quelques cas d'usage qui peuvent être hyper utiles pour vous dans l'intelligence artificielle générative. On n'aura malheureusement pas le temps parce que là, j'ai que quelques minutes. On n'aura malheureusement pas le temps de développer, mais comme ça, ça va vous montrer le potentiel. Et ça fait partie des choses qu'on va voir avec Shpela également dans les prochains mois, parce que même si Shpela, aujourd'hui, son cœur de métier, c'est la photo, elle a une entreprise, Shpela. Donc Shpela, dans son entreprise, elle a des sujets financiers, elle a des sujets de ressources humaines, elle a des sujets marketing, elle est patronne de sa société, donc elle a tous les sujets que peut avoir un directeur général. Donc c'est quoi ces sujets qu'on aborde? Pour vous les dire un petit peu en vrac. Dans tout ce qui est ressources humaines, par exemple, les intelligences artificielles génératives, elles peuvent vous générer des programmes d'onboarding, d'accueil de vos salariés de manière automatisée. Et ça, c'est génial. Ça prenait énormément de temps avant. Générer des fiches de poste de manière automatisée. Ça peut, dans le marketing, vous générer des newsletters. Vous pouvez automatiser tout un programme de newsletters pour vos clients. Pour la direction générale, vous pouvez très facilement, en un clic, avoir accès à une analyse de votre concurrence, avec un rapport instantané qui est sorti sur toute votre concurrence, ce qu'elle fait en marketing, en publicité, et avec des recommandations par rapport à ça. Donc tout ça, c'est possible, c'est à portée de main et il n'y a besoin d'aucune connaissance technique. Il faut juste parler avec du langage humain, comme je suis en train de vous parler aujourd'hui, et c'est ça la révolution. Vous pouvez faire des sites internet de manière automatisée. Je vous invite à aller typiquement sur le site de Heliosor. Ce site internet, qui est mon site, je vous le dis en toute transparence, il a été fait avec une intelligence artificielle. Et vous pourrez voir que c'est un site qui est très bien construit. Je donne des instructions à l'intelligence artificielle avec du langage, comme je vous le dis aujourd'hui. Et je dis à l'intelligence artificielle, je veux que tu dises ça sur telle page, je veux que tu dises ça sur telle page. J'itère avec elle, je l'optimise en termes de SEO, tout ça avec du langage humain pour… Ce site m'a coûté 15 € à faire. Et c'est à portée de tous. Donc ça, c'est des révolutions qui sont à portée de main. Et je voulais prendre quelques minutes pour vous en parler. Avant que je laisse la parole aux autres binômes, je vais terminer en 30 secondes. Du coup, pour vous expliquer ce qu'on fait chez Heliosor IA. En fait, chez Heliosor IA, du coup, on accompagne les décideurs, les chefs d'entreprise pour intégrer l'intelligence artificielle dans vos process. Et vraiment, le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment de s'adresser à des gens qui potentiellement ne sont pas forcément techniques, n'ont pas forcément, se disent pas qu'ils sont des geeks, mais voilà, ils entendent parler de l'intelligence artificielle, ils se disent mais comment on peut utiliser ça concrètement dans notre entreprise et en tirer profit. Et notre proposition de valeur, c'est de dire, à travers ces 4 étapes, donc acculturation, diagnostic, formation et pérennisation avec du coaching, on va vous permettre de, en tout cas, on va avoir pour objectif de faire gagner 2 heures à chacun de vos salariés sur ces tâches les plus chronophages pour aller les déporter, ce temps, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Vous avez mon email qui est là.
Et Alexandre, je ne sais pas si j'étais bon dans le timing. Oui, J'ai l'impression. c'est parfait. Merci Bruno. Je me permets peut-être juste une petite question rapide, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions là-dessus que j'affiche. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'outils que vous avez utilisés pour la génération de photos ou de vidéos? Alors, c'est ce que Spela disait très justement, c'est que en fait, c'est très compliqué. Bah, je vais donner quelques outils évidemment, mais juste en petit disclaimer, selon vos besoins très spécifiques, vous n'allez pas avoir besoin du même outil. Il y a des outils qui vont être spécialisés dans la texture, d'autres qui vont être spécialisés dans la modification d'une image, d'autres dans la génération d'une image, d'autres qui vont être plus artistiques. Voilà, si je dois vous en donner un qui est un outil, deux outils, on va dire comme ça, vous avez Midjourney, qui est un outil de génération d'images qui est très connu, et vous avez donc qui va vous permettre de générer des images artistiques. Et vous avez ensuite Google Banana, qui est une autre intelligence artificielle qui permet de, c'est un petit Photoshop pour les nuls, en gros globalement. Mais chacun de ces outils, ensuite, voilà, pour aller bien les utiliser, il y a une petite technique. Donc, ce n'est pas si simple d'aller sur ces outils, et il y en a des dizaines. Mais voilà, si vous voulez un petit peu voir un aperçu de ce qu'on peut faire, allez jouer sur ces outils. Oui, alors effectivement, merci pour votre réponse. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que ça évolue très vite. Il y a énormément d'outils, il y en a des dizaines, comme vous l'avez dit, ça évolue très vite. Merci pour les deux que vous avez cités. On en citera d'autres, je pense, pendant le webinaire. Mais effectivement, ils ont tous des caractéristiques assez précises. Et donc, d'où l'intérêt de se faire conseiller sur le sujet par des acteurs comme vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Bruno et Spela. Je vous propose de passer à la deuxième partie, donc présentée par Jean-François et Didier. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, pour nous donner l'occasion de partager. Alors, ouais, tiens, je pense que tu as fait passer le truc. On va commencer par se présenter avec Didier. Donc, moi, je m'appelle Jean-François Deldon. J'ai passé 11 ans chez Michelin où je développais notamment pas mal le sujet IA autour de l'audit interne, le contrôle interne et la qualité industrielle. Et ça fait 2 ans et demi que j'aide les TPE, PME à intégrer l'IA. Et j'ai eu la chance, lors de ce parcours, de rencontrer Didier, qui est un de mes clients. Donc, Didier, est-ce que tu peux te présenter rapidement et expliquer ce que fait ton entreprise ? Oui, bonjour à tous, Didier Rampars. Donc, j'ai créé le groupe RD il y a quelques années et nous sommes spécialisés dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et principalement sur la partie D3E qui sont les déchets d'équipements électriques et électroniques. J'ai contacté Jean-François car on a souhaité explorer les possibilités de l'IA et principalement pour nous sur la partie risque incendie, car nous avons une contrainte que vous connaissez peut-être qui est la gestion du lithium. Et donc j'ai décidé de collaborer avec Jean-François pour mettre en place des solutions et principalement aussi pour avoir une autre approche avec nos assureurs. En fait, ce qui est intéressant, et on va revenir plus concrètement juste derrière sur ce qu'on a fait, c'est que vraiment pour moi, les outils d'IA, d'automatisation sont des outils et qu'il faut d'abord s'attaquer au cœur du problème. Et donc, c'est pour ça qu'avec Didier, on a vraiment une approche, notamment dans le cadre d'un diagnostic data IA de la BPI France, qui est un diagnostic de 10 jours qui coûte 13 000 €, qui à l'époque de Didier, je crois, était subventionné à 50%, mais qui ne l'est plus qu'à 40% maintenant. Et une phase de 10 jours pendant laquelle on fait vraiment de l'observation, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir les gens sur le terrain qui font le tri, la collecte, quels outils ils utilisent. Là, ils utilisent des outils de pesée. D'ailleurs, Gwen, chez toi, m'a encore appelé ce matin pour des éléments sur la pesée électronique. Il y a des outils de l'analyse, il y a des zones de stockage. Enfin, c'est vraiment pour regarder la totalité de l'envers du décor. Ensuite, l'idée, c'est de faire des démonstrateurs, c'est-à-dire vraiment aller dans le concret en se disant qu'est-ce qu'on peut faire le plus vite possible. Et puis après, de continuer à itérer autour de ces sujets-là. Et
quand on avait travaillé dessus, il y a 3 sujets qui étaient ressortis assez forts. La première, le risque lithium, parce qu'on parle de gain de temps et c'est ce dont on a parlé dans la première présentation, mais en fait, la notion de couverture des risques, c'est un truc qu'on oublie un peu trop souvent. Et en fait, le fait de s'assurer qu'il n'y a pas de problème et de pérennité de l'activité, ça, c'est super important. Le deuxième, c'était le suivi de l'activité avec tout ce qui est gestion des fichiers, analyse réglementaire et tout ce qui va avec. Et le troisième, c'est remplissage automatisé des registres. Et peut-être que Didier, ce que tu peux partager, c'est finalement, pour toi, en fait, qu'est-ce qui était important et comment tu as priorisé les sujets en fait, qu'on a regardés? Alors, si tu peux avancer sur le... Ouais. Éventuellement. Alors, effectivement, on a pu... je me permets. On a pu, grâce au diagnostic, voir et comprendre que l'IA pouvait nous apporter beaucoup de choses. Alors, nous, effectivement, nous gérons des installations classées. Donc, ce sont des IGPE qui sont soumis à autorisation avec un arrêté préfectoral. Et aujourd'hui, le premier des grands risques, c'était de pouvoir localiser, grâce à l'IA, la position donc, des déchets que nous collectons dans notre usine et d'anticiper des éventuels risques liés au lithium. Ça, c'était le premier élément fort. Et donc, aujourd'hui, on a développé une application que l'on commence à mettre en place en utilisant des QR codes que nous scannons à l'entrée sur l'usine et pendant tout le trajet du déchet sur nos installations. L'objectif étant, par rapport à nos contraintes vis-à-vis de nos assureurs, d'isoler chaque soir et chaque week-end les potentiels risques et les sortir de nos bâtiments. Et c'est ce que nous arrivons et que nous mettons progressivement en place grâce à toi, Jean-François. En fait, ce que je trouve intéressant de dire, parce que là on a parlé de concret, c'est qu'on parle beaucoup d'IA. En fait, la brique IA essentielle qu'on utilise, c'est juste un petit outil qui permet d'extraire les infos des éco-organismes qui vous envoient des bons de commande. Oui. Et donc là, typiquement, on fait de l'OCR, enfin de la reconnaissance de caractère classique, qui existe dans la facturation, des choses comme ça depuis assez longtemps. Et après, par contre, ce qui compte beaucoup, c'est d'aller jusqu'à comment ça s'intègre au quotidien avec les personnes. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a aussi une partie un peu logicielle et applicative qui a été faite pour pouvoir réellement réaliser, en tout cas s'impliquer facilement dans le quotidien des collaborateurs et qu'on met à jour pour juste gérer les données, parce qu'en fait, il y a un vrai sujet de gestion des données et comment on s'assure que quand tu pars du travail, que tout est bien stocké au bon endroit. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça, c'est qu'il faut avoir une logique. Alors, on vous dit souvent que peut-être que l'IA, ça coûte cher et ainsi de suite. Je pense que vous pouvez commencer par des choses très, très simples. Pour te dire, en fait, il y a des choses que vous pouvez tester, même vous, de votre côté, sans avoir besoin de passer nécessairement par un prestataire pour tester des choses simples. Un truc qu'on a testé dans le cadre du diagnostic, mais vous pouvez tous faire chez vous, en fait, c'est de prendre une photo, de se dire, tiens, est-ce que tu peux m'extraire les éléments qu'il y a dessus? Là, on avait mis des éléments sur les catégories des produits aussi. Et donc, ça permet de tester assez rapidement ça. Si vous voulez faire des extractions sur vos factures, vous pouvez aller, alors que ce soit du ChatGPT, du Gemini, ce que vous voulez, dessus aussi et commencer à faire ça. L'intérêt, en fait, de pouvoir démarrer de façon assez souple, c'est finalement que vous allez arriver à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis, si jamais il y a besoin, là, vous pouvez vous faire accompagner, mais il y a déjà un certain nombre de choses que vous pouvez faire par vous-même pour défricher les sujets. Donc ça, c'est quand même un sujet assez important et ça part toujours par là, parce que la vraie question, c'est identifier la vraie problématique à laquelle vous voulez répondre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet, mais on préfère laisser un peu la parole et pouvoir aussi échanger sur les questions que vous avez. Je ne sais pas si Alexandre, t'en as vu. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a toujours des questions un peu sur
les types d'outils, leurs coûts, et puis aussi des questions sur le problème de la confidentialité des données. Alors, pour répondre sur la confidentialité des données, clairement, en fait, là, ce qu'on a mis en place, c'est que la petite IA qu'on a développée, on l'a mise sur un serveur qui est propre à l'entreprise. Donc, ce qui est utilisé, ce qui est analysé, sort pas en fait dans le contexte, c'est pas envoyé à ChatGPT, c'est pas envoyé à quoi que ce soit. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement de l'OCR, donc la reconnaissance de caractère pour extraire les infos. On va les stocker dans une base de données locale et après, on va connecter une petite application dessus qui est toujours sous la contrainte, en tout cas sous la maîtrise de l'entreprise pour qu'elle puisse, avec ses chauffeurs et avec un système, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais de login qui est juste sur la base d'un code à 4 chiffres, parce que c'était un peu compliqué de créer des comptes et tout ça pour des gens qui n'ont pas forcément d'adresse email, comme il peut y en avoir dans les usines. Et donc, on a essayé de simplifier ce processus-là pour faire de la remontée de données. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter, Didier. En fait, ce que je peux déjà dire, c'est qu'on a mis des choses relativement simples en place. On utilise des photos et des scans que l'on envoie à l'IA et elle nous extrait les informations dont on a besoin dans l'usine, notamment pour faire de la reconnaissance de déchets et constater si effectivement il y a une présence de lithium ou pas. Et derrière, c'est un gain de temps précieux, notamment aujourd'hui, on a tous différents supports, des logiciels d'exploitation, de comptabilité. Nous, on travaille avec des éco-organismes qui ont aussi leur logiciel et on reçoit des documents divers et variés. Et là, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est pouvoir intégrer ces documents directement dans l'application pour éviter de ressaisir des informations. L'IA, en quelques secondes, va intégrer toutes ces infos et nous, l'application va nous sortir immédiatement le potentiel risque ou pas. Et c'est vrai que là, on a un gain de temps qui est incroyable au quotidien. Et je crois qu'on est tous à la recherche de ces solutions et en tout cas, nous, là, on a trouvé notre compte grâce à toi, Jean-François. Alors, du coup, je vous propose peut-être une question là qui vient d'être posée sur l'entraînement en fait de l'IA pour justement reconnaître des éléments. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été long? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Enfin voilà, combien de temps dans votre démarche vous avez mis pour stabiliser une IA qui présente des résultats pertinents et qui puisse être utilisée opérationnellement? Ça a duré quelques semaines. Après la photo, je dirais qu'il y a des choses assez simples directement parce que les IA qui existent sont déjà entraînées pour reconnaître des choses comme des ordinateurs portables, des téléphones portables. Ce qui va compter en fin de compte, c'est toujours d'arriver au concret, c'est-à-dire comment je matérialise la question que je pose. Et donc sur ces agents-là, le fait d'être capable de ne pas dire sors-moi tous les produits qui contiennent des batteries au lithium, mais de se dire voilà, tous les produits qui peuvent en contenir, est-ce que tu arrives à retrouver des téléphones portables, des smartphones, et en ayant déjà fait cette étape intermédiaire, ça simplifie pas mal le travail. Donc, on a fait assez peu de retraitement par ailleurs. D'accord. Et alors, peut-être des exemples de noms d'outils aussi, si vous en avez. Les gens sont très friands. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils, mais peut-être dire les plus courants avec lesquels vous avez travaillé. Pour le coup, là, on n'a pas forcément travaillé avec beaucoup d'outils. Alors, je vois dans le chat, effectivement, qu'il y a beaucoup de demandes de démonstrations concrètes. Alors, on aurait adoré vous le montrer en vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu au départ. Mais c'est beaucoup de développement, en fait, maison, en tout cas, sur ce cas-là. Mais pour ceux qui seraient intéressés pour le voir en vrai, sauf si Didier était opposé, il n'y a aucun souci pour que vous nous contactiez, qu'on vous montre exactement ce qu'il y a derrière. Oui, on peut montrer quelques éléments, mais c'est vrai qu'on reste sur des choses peut-être un petit peu confidentielles, mais je pense qu'il y a peut-être des éléments qu'on peut… Plutôt sur la démonstration de c'est que fait l'outil sur une phase proto, mais pas sur le truc en fonctionnement. Oui, tout à fait. Ok, écoutez, merci beaucoup. On va passer à la partie présentée par Françoise et puis on reviendra de toute façon sur vos nombreuses questions en fin de webinaire. Merci Didier et Jean-François.
Merci. Françoise, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Françoise Noton. Je dirige une entreprise qui s'appelle Spirit et qui a développé un outil donc, que je vais vous montrer. On va vous montrer en fonctionnement d'ici quelques petites minutes autour de comment est-ce que l'intelligence artificielle générative est en train de bouleverser complètement le fonctionnement du e-commerce. Et on en est de ça tellement convaincu que pour nous, le futur du e-commerce est complètement conversationnel et se compare de façon très binaire à l'époque où on pouvait parler de avant l'électricité, après l'électricité. Eh bien, clairement, l'arrivée de l'IA générative vraiment se compare exactement à ce même phénomène-là. Mais tout d'abord, je vais vous ramener un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Je vais vous ramener en 1995, pour ceux qui étaient déjà nés. Je pense que certains peut-être ne l'étaient pas. Voilà, pour aller acheter des skis, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans un magasin et puis on se trouvait face à un humain ou une humaine, en l'occurrence, qui déjà nous disait bonjour et commençait par nous demander ce que nous recherchions, une paire de skis. La première question que cette personne nous posait, c'était en général: est-ce que vous êtes un skieur expérimenté? Est-ce que c'est pour aller faire du ski plutôt dans les Alpes? Est-ce que vous êtes plutôt un skieur qui va en faire très fréquemment ou est-ce que c'est très occasionnel? Bref, ce qu'elle faisait, cette personne, c'est qu'elle s'intéressait à notre usage, à nous, en tant qu'être humain. Et puis, ça, c'était avant l'arrivée du e-commerce. Alors, le e-commerce a de très, très nombreuses vertus, notamment la multiplication de la capacité à se déployer auprès d'une audience de plus en plus grande, qui peut être à l'international, qui peut être dans plusieurs langues, la capacité à déployer bien évidemment des catalogues beaucoup plus grands que ce qu'on était capable de faire en magasin. Mais avec tout ça vient bien évidemment une concurrence de plus en plus accrue et donc de plus en plus de difficultés pour les e-commerçants, quelle que soit leur taille d'ailleurs, de se différencier, de faire en sorte qu'un client, quand il arrive sur le site, comment fait-on pour s'assurer que ce client-là va bien ressortir avec le produit dont il ou elle a besoin. Alors, nous, les professionnels du web, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé d'abord des moteurs de recherche. Ils sont extrêmement évolués tous. Il y en a d'excellents et je ne remets pas du tout en question avec cette présentation la compétence des moteurs de recherche. Quoique, peut-être, vous verrez et je vous laisserai juger par vous-même par la suite. Mais un moteur de recherche, il faut bien dire que ce n'est pas toujours très, très, très facile de s'y retrouver. Si vous avez déjà essayé de chercher, par exemple, des ordinateurs, eh bien, il faut passer du temps à dérouler tout un tas d'options, des filtres sans fin, qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs. Plus ils sont techniques, moins on les comprend. Et pour arriver en plus avec ce qu'on appelle du scrolling, je vois qu'il y a une petite erreur d'orthographe, je m'en excuse, sans fin, qui amène quand même, d'un point de vue expérience utilisateur, il faut bien dire, une certaine forme de frustration. Et puis, même quand on arrive à manipuler ces moteurs de recherche, on se retrouve par exemple là sur un gros site un petit peu généraliste. Alors, je vais chercher une perceuse sans fil, je vais me retrouver, vous voyez, sur mon écran là, avec plus de 500 produits trouvés. Est-ce que c'est vraiment facile de se trouver comme ça face à un petit peu plus de 500 produits? Alors, sachant que dans la vraie vie, il y en a plus que 500, mais le chiffre est délibérément capé pour ne pas faire peur. Mais pour autant, est-ce que je suis, moi, consommateur, beaucoup plus avancé dans comment vais-je trouver le bon produit, c'est-à-dire celui qui me correspond? Et les résultats ne sont pas non plus toujours très pertinents. Là, j'ai eu de la chance tout à l'heure, j'ai tapé une perceuse sans fil, c'est très bien, c'est un attribut produit. Maintenant, si je cherche une perceuse fiable, je vais retrouver un certain nombre de perceuses qui certainement sont très professionnelles, très fiables, mais étonnamment, là, sur ce site, je me retrouve avec un bureau. Ça pose un petit peu question parfois sur la fiabilité finalement des réponses qui sont renvoyées par certains de ces sites. Donc, ce qu'on a fait il y a quelques années, on a développé des chatbots. Beaucoup de gens détestent les chatbots et je pense avec raison. Pourquoi? Parce que un chatbot finalement se contente simplement de faire se corréler des mots-clés et fonctionne de manière extrêmement statique, figée, des arbres décisionnels
qui font qu'on en arrive à des aberrations du type celle que je vous montre, là où je consulte une fiche produit avec un pantalon, je demande si ce pantalon est durable et on me répond que bien entendu, tous les vélos d'occasion font l'objet d'un diagnostic avant de sortir du magasin. Donc, on se retrouve quand même dans une situation aujourd'hui, on est en 2025, où il y a indiscutablement beaucoup d'équipes qui travaillent très très dur chez les e-commerçants à améliorer des choses, à travailler ce qu'on appelle le SEO, le SEA, à travailler l'UX, voilà, sans forcément obtenir nécessairement beaucoup plus de résultats, je dirais même pratiquement moins de résultats, et surtout toujours pas de réponse à une question qui est juste un peu fondamentale et qui est: que veut le client? Que veut le client? Et ça amène à une statistique, hein, qui est une véritable statistique. On sait aujourd'hui que 80% des utilisateurs quittent un site e-commerce après une recherche infructueuse. C'est absolument colossal comme statistique. Et ça témoigne finalement d'une frustration grandissante de la part des utilisateurs, alors que par ailleurs, les marques, quelle qu'elle soit leur taille, déploient des moyens absolument colossaux pour recréer ce qu'on appelle cette fameuse expérience utilisateur. Et c'est là que l'IA entre en scène. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir lancer la vidéo. Donc, je vais vous demander de rencontrer une IA qui s'appelle Julia et qui, sur le site de Julbo, donc Julbo, fournisseur de lunettes plutôt très techniques, orientées pour le ski, les sportifs un peu d'extrême, le trail, la haute montagne, la voile, etc., se présente effectivement sous la forme d'un bot, ça je vous le concède, mais vous commencez à voir tout de suite que c'est un petit peu différent, parce qu'elle a commencé par vous demander ce que vous recherchiez. Et vous cherchez des lunettes pour faire du catamaran. Ça tombe bien, le catamaran, c'est de la voile. Elle m'a justement amené sur les lunettes de voile. Mais elle va commencer aussi à m'interroger sur certaines de mes préférences parce que elle sait qu'en faisant de la voile, je vais avoir peut-être des problèmes d'adaptation à la luminosité. Elle va donc me recommander plutôt d'utiliser des verres de technologie Spectron. Et à chaque fois, vous voyez, je peux continuer à scroller là, comme ça, sur le site, mais elle réduit le champ des produits possibles qui rentrent, qui répondent pardon, à mes besoins. Donc ça, c'est effectivement une petite vidéo, mais vous pourrez aller sur le site de julbo.fr. Je vous encourage aussi à le regarder sur votre téléphone portable parce que cet outil a été vraiment conçu pour être optimisé avec les e-consommateurs depuis leur téléphone portable. Vous voyez que là, elle peut continuer à échanger simplement parce qu'elle considère que elle n'a pas tout à fait, elle a déjà encore beaucoup de produits dans son lot de produits possiblement recommandables, mais elle va continuer un petit peu à creuser. Voilà, est-ce que je veux un style particulier? Rien de tout ça ne lui a été dicté à l'avance. Tout se situe dans la connaissance qu'a Julia du contexte de Julbo, de son métier, de son site internet, de ses produits, et elle m'amène là tout de suite à une recommandation, tout en me justifiant pourquoi cette recommandation, normalement, est la bonne pour moi. Alors, il se trouve qu'elle ne me plaît pas tellement, cette recommandation. Vous voyez, si on scrollait un peu au-dessus, on verrait pourquoi elle a recommandé ça. Mais là, moi, ce qui ne me va pas, c'est que je voudrais quelque chose d'un petit peu plus féminin. Je trouve que c'est un petit peu trop masculin. Donc, elle va continuer à regarder ce qu'il y a de disponible et elle devrait voilà, me faire une seconde proposition sur laquelle je peux cliquer et qui me convient beaucoup mieux parce qu'effectivement, je la trouve beaucoup plus féminine. Je suis bien sur mes verres polarisants parce que c'est absolument idéal pour gérer les reflets sur l'eau en milieu marin. Souvenez-vous, je fais du catamaran. Je cherchais un style élégant, alors je vous l'accorde, hein, la question du style, c'est une question très, très personnelle, mais je considère qu'en quelques secondes, effectivement, j'ai trouvé le produit qui me correspond. Et vous voyez que ce qu'on vient de faire là, derrière cette petite fenêtre qui semble relativement simple et anodine, eh bien, il y a toute une IA qui fonctionne en interconnexion, merci beaucoup pour la vidéo, et qui en fait recrée du lien humain à l'échelle du digital. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on arrive à reproduire
cette confiance, cette crédibilité, cette connaissance produit, cette expertise métier que l'on avait lorsqu'on partait en magasin et qu'on avait un expert métier face à nous. Alors ça évoque des choses qui sont dans un monde nouveau, qui amènent des possibilités absolument infinies. On en a déjà implémenté beaucoup, donc l'outil tourne sur un certain nombre de sites e-commerce aujourd'hui. Bien sûr, on continue à le déployer, mais on peut imaginer qu'on va aller beaucoup plus loin, bien évidemment, des choses basiques comme répondre à des questions service après-vente ou sur des produits, ça c'est relativement simple. L'interface vocale, relativement simple aussi, mais dans un milieu un petit peu plus B2B, est-ce qu'on va s'intéresser à se connecter à l'historique du client, une fois bien évidemment que le client a accepté de se connecter sur le site, il y a des enjeux de protection, de sécurité de la donnée évidemment, et du coup pouvoir échanger, dialoguer directement avec cette IA qui est capable non seulement de décrypter derrière les mots que moi, humain, je lui donne, quelles sont mes intentions, mais surtout qui est capable de me questionner plus pour m'amener à préciser mon besoin de manière à ce qu'elle puisse me faire des recommandations. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut continuer à travailler sur des capacités, par exemple, conversationnelles encore plus avancées, qui sont capables d'intégrer la stratégie de l'entreprise, typiquement. Que faisait un commerçant lorsqu'il formait un nouveau conseiller? Il commençait par lui expliquer un petit peu quelle était la typologie de produit, quel était le positionnement de l'entreprise et quelle était la stratégie. Typiquement, cette stratégie peut être de mettre en avant une gamme de produits plutôt qu'une autre parce qu'effectivement, ça répond à une stratégie business. Eh bien, vous voyez ce que je viens de vous présenter et que je trouve absolument extraordinaire, c'est une sorte de retour vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas inventé une nouvelle façon de vendre avec Julia. On est simplement revenu là où tout avait vraiment débuté, c'est-à-dire par le conseil, par l'expertise, par l'expérience client. Donc, on revient finalement à ce qui aurait toujours dû être, c'est-à-dire avant l'arrivée de la digitalisation. Et pour moi, l'IA aujourd'hui, c'est une manière de remettre de l'humain dans une relation qui est purement digitale. Alors, Julia, le métier lui importe peu. On va parler de lunettes, on parle d'image et de son, on va parler bientôt d'articles de pêche, on va parler de vélo, on va même parler de tourisme. Donc, ça, ce sont des sites qu'on est en train de déployer. Et je vais vous donner quelques petits points clés. Je ne vais pas tous les lire parce que je sais que vous aurez les présentations, mais l'outil se met en surcouche par-dessus un site existant. Donc, il n'y a aucune dépendance par rapport à une technologie e-commerce ou une autre. Les premières statistiques nous amènent à dire qu'on arrive à engager entre 35 et 40% des utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur, une fois qu'il est arrivé sur votre site, on arrive à en capter entre 35 et 40% pour l'engager à l'intérieur de ce tunnel de conversation qui lui amène, dans environ 70% des cas, à une recommandation. On a pu noter une augmentation du panier moyen, voilà, qui se situe entre 25 et 50%. Alors tout ça, ce sont des statistiques qui vont s'affiner effectivement avec le temps, mais c'est simplement pour vous dire que finalement, on est sur un outil qui amène un nouvel usage absolument à la portée de tout le monde. Là, je vous ai donné une idée de tarification pour que vous vous en fassiez une idée, et qui tout de suite amène du ROI en matière de captation client, en matière d'expérience, en matière de panier moyen, et tout simplement en matière de chiffre d'affaires. Et pour un retailer et un e-commerçant, c'est tout ce qui compte au final. Donc, voilà ce qu'on a déployé. Pour nous, le futur est déjà là, en fait. Et donc, il appartient à tout le monde entier du e-commerce de pouvoir s'approprier cette logique conversationnelle et cette formidable innovation qu'amène l'IA générative et l'IA agentique dans le e-commerce. Et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, si on a un petit moment pour en prendre, je peux y répondre. Sinon, bien évidemment, je crois que vous aurez tous les présentations. Eh bien, merci beaucoup, Françoise. C'est très clair. Je précise du coup qu'on a voulu dans ce webinaire donner quelques exemples parlants sur des cas d'usage
assez différents et dans des secteurs d'activité différents. Bien évidemment, c'est compliqué hein, en 1 heure de donner une exhaustivité, soit en termes de cas d'usage, soit d'outils. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est vous donner envie à travers ces cas d'usage. Et vous allez retrouver un certain nombre de ressources sur l'intelligence artificielle sur le site France NUM. Vous allez avoir un certain nombre d'explications dans des articles, des dossiers pratiques, et vous allez pouvoir retrouver nos activateurs France NUM sur le domaine à travers un moteur de recherche. Donc, bien évidemment, ce sont trois activateurs qui sont intervenus aujourd'hui, pour certains avec leurs clients, mais bien entendu, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a 4000 activateurs France NUM. Alors, ils ne sont pas tous sur l'IA, mais vous pourrez retrouver ceux qui travaillent sur l'IA. Et puis, dans le cadre du réseau des ambassadeurs IA, vous avez aujourd'hui 300 ambassadeurs IA auxquels vous pouvez faire appel également. Et en fait, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui s'est clôturé en septembre. Et donc, d'ici 15 jours, 3 semaines, il y aura encore de nouveaux ambassadeurs IA dans toutes les régions pour vous accompagner, et aussi des ambassadeurs sur différents secteurs d'activité. Je peux répondre à une autre question, Alexandre, allez-y, dites-moi. Allez, excusez-moi, je vais devoir passer une ou deux vite fait. Quelqu'un me dit que le ROI, c'est le retour sur investissement. Autrement dit, est-ce que vous gagnez plus que ce que vous ne dépensez? On m'a demandé si Julia fonctionnait avec une ou des IA. Aujourd'hui, elle peut fonctionner avec n'importe quel LLM, Large Language Model. Elle est basée sur Gemini 2.5 aujourd'hui. Mais pour certains retailers où on a besoin d'être connecté à un environnement beaucoup plus sécurisé, on peut fonctionner avec n'importe quel LLM. Et une dernière question, je suis désolée, je ne les ai pas toutes lues, mais qui me paraît très intéressante, c'est quelle est la différence entre Julia et ChatGPT? Je vous dirais que selon votre métier, si vous voulez chercher un équipement un peu haut de gamme, est-ce que vous allez en supermarché ou est-ce que vous allez dans un magasin spécialisé? C'est un petit peu la même différence. Voilà. Je suis désolée, j'ai vu que ces 3-4 questions, elles me semblaient pertinentes d'y répondre et je vous laisse à nouveau le micro. Non, mais vous avez raison, et donc effectivement, c'est très intéressant. Enfin, il y a donc un nombre très élevé d'outils, et je trouve que cette distinction que vous faites entre des outils sur étagère et accessibles quasi immédiatement, et peut-être des solutions plus élaborées comme celles que vous proposez, elle est importante. Et vous avez aussi illustré le fait que ces solutions, et notamment la vôtre, s'incorporent en fait pour le cas en l'espèce, à des sites e-commerce. On a beaucoup de questions en réalité sur la problématique de la confidentialité des données. On l'a un peu abordé tout à l'heure, mais je pense que, alors, peut-être que cette question, elle s'aborde un peu différemment suivant que vous utilisez une session d'un outil qui est en ligne, un outil qui est sur vos propres serveurs. Je ne sais pas du coup qui souhaiterait répondre à cette question, et peut-être alerter un peu sur les précautions à prendre en termes de confidentialité de vos propres données, des données de l'entreprise, et éventuellement toutes les sources que vous allez utiliser si on est sur des créatifs ou sur des données un peu sensibles. Ouais, je vais peut-être y aller, et puis je laisserai les autres compléter. Ouais, sur l'aspect sécurité et confidentialité des données, la première chose à voir, c'est effectivement les usages. Il y a des règles un peu simples déjà sur du ChatGPT ou du Claude qui sont sur des serveurs US. Il faut respecter le RGPD, même avant la confidentialité. Donc pas de données personnelles sur ces outils-là, c'est un truc très simple que je dis souvent. Et puis après, ce qu'il faut distinguer, c'est les cas d'usage. Si c'est pour faire de la veille réglementaire sur ces données qui sont publiques ou analyser des open docs publics, il n'y a pas de souci, on peut utiliser directement des outils du marché, que ce soit du ChatGPT, du Gemini, du Mistral, de ce qu'on veut. Si on veut plutôt rédiger, par exemple, des mémoires techniques ou qui a trait au savoir-faire de l'entreprise ou à des données confidentielles, là, par contre, il vaut mieux avoir soit des utilisations internes, c'est-à-dire le degré le plus simple à activer, c'est souvent du Copilot ou du Gemini Pro sur des choses comme ça, inclus dans le Google Workspace.
Et sinon, effectivement, on peut passer par des plateformes un peu plus sécurisées comme des développements sur Azure ou autres, si on veut vraiment avoir la maîtrise totale. Mais là, ça demande de faire développer ça et, si possible, de passer par des serveurs français type LoFH ou Scaleway qui permettent de faire ça. Et je me permets de rajouter quelque chose sur ce que Jean-François dit, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des intelligences artificielles, de tout ce que ça peut permettre de faire en termes d'automatisation. Là, c'est peut-être le moment de mettre un petit disclaimer quand même, de rappeler que les intelligences artificielles, par construction, peuvent halluciner. C'est le terme d'ailleurs qu'on emploie, hein, les hallucinations, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous raconter n'importe quoi, dans un certain nombre de cas. Donc toujours relire ce qu'une intelligence artificielle va vous donner comme résultat. Ne pas partir du principe que ce qu'elle vous dit est juste. Avoir en tête que les intelligences artificielles peuvent être biaisées parfois. Bref, voilà, c'est pas parce que là aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que les intelligences artificielles peuvent potentiellement révolutionner vos métiers, et je pense sincèrement que c'est vrai. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il faut être conscient aussi de certains défauts de ces outils, et notamment les biais, les hallucinations. C'est quand même important d'en être conscient. Je voulais quand même le rappeler. Merci beaucoup. C'est très clair, effectivement, sur tant les précautions à prendre en termes de confidentialité des données et les risques d'hallucination. Ça méritait d'être souligné, effectivement, en regard donc, des cas d'usage, des riches cas d'usage que vous avez présentés et des gains que ça a apporté donc, à vos clients et qui ont pu en témoigner aujourd'hui. Nous arrivons quasiment à la fin de ce webinaire. Donc, on a un petit sondage de satisfaction que l'on vous soumet. Et un petit mot donc, pour vous dire que vous pouvez en fait retrouver tous nos webinaires sur le site France Num à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Donc, vous allez retrouver pour chacun des webinaires le replay. Alors, mon collègue Benoît vous a mis en plus là un lien pour télécharger la présentation si vous le souhaitez directement. Mais tout est republié sur le site France Num. Et notamment, vous allez trouver à ce stade un autre webinaire sur l'IA qui est plus spécifique à l'industrie. Je le précise parce que la question a été posée. Et également, d'ici quelques jours, un autre webinaire qui était plutôt centré sur l'IA générative et que l'on va publier également. Il y a eu beaucoup de questions sur des dispositifs, comment rejoindre les ambassadeurs IA, où ça en est, comment travailler avec BPI France ou d'autres acteurs. On a essayé d'y répondre, on n'a pas forcément pu répondre à tout en direct. N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail fnum.dge@finance.gouv.fr sur toutes ces questions et on fera en sorte de vous répondre soit directement, soit de vous orienter vers les acteurs pertinents, donc soit au sein de l'administration, chez les opérateurs ou chez nos activateurs ambassadeurs. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter France Num pour ne rien perdre de tout ce qui vous est proposé en événement, donc en webinaire comme ceci ou en événement dans les régions, notamment le Tour France Num. Et je vous remercie tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire France Num qui aura lieu le 20 novembre et qui sera sur un thème un peu différent qui est la facturation électronique. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.